Hello! On se retrouve pour un update lecture et j'en ai pas fait depuis début août si je dis pas de bêtises, donc ça fait plus de 2 mois. Jazz! Non! Ça pourrait vouloir dire que je vais avoir beaucoup de livres à vous présenter et en fait vu mon rythme de lecture en ce moment, c'est pas... Oh! Coucou! Dis bonjour! Je pensais avoir quand même quelques livres à vous présenter, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il y en a qui datent vraiment d'il y a un moment. Voilà, j'ai eu une baisse de régime même pendant le mois de septembre, là j'ai lu un livre ou deux, c'est un peu une catastrophe, ça va revenir je pense bientôt, mais en tous les cas pour le moment j'en ai que 6 aujourd'hui à vous présenter. Il y en a qui datent, je crois qu'il y en a, je les ai lus au mois de juin ou juillet, je sais pas ce que j'ai fait cet été avec les updates lecture mais c'est un peu une cata, puis avec les vlogs j'oubliais de quel livre je vous avais parlé et lesquels, enfin bon bref, j'espère que je vais avoir assez d'infos à vous donner sur tous les livres parce que c'est pas évident. Alors le premier livre que je vous présente c'est Yardam de Aurélie Wallenstein que j'avais reçu de la part des éditions Scrinéo il y a un petit moment, je crois que c'était vers le mois de mars. J'étais trop touchée par le coronavirus pour pouvoir me mettre dans une lecture comme ça. J'ai attendu les premiers avis, j'avoue qu'ils n'étaient pas forcément élogieux et du coup j'ai un peu tardé à le lire. C'est mon premier Aurélie Wallenstein que je découvrais et je pense que c'était peut-être pas par celui-là qu'il fallait commencer. D'ailleurs j'en ai 2 autres dans ma bibliothèque donc ça ne m'empêchera pas de me tourner vers ces 2 autres livres. On est dans un monde où la folie est sexuellement transmissible et on va y suivre un jeune homme, lui est malade et en fait on va suivre tout simplement sa descente un petit peu aux enfers et au-delà de ça les gens qu'il va entraîner avec lui dans cette descente. C'est un livre que j'ai trouvé quand même dur, alors dur à lire parce que de base je suis quand même assez sensible et il y a énormément de scènes qui sont crues. Alors je sais que c'est typique d'Aurélie Wallenstein de faire des choses assez crues mais là c'est vrai que la thématique en plus était voilà, compliquée à lire. Globalement c'est une lecture qui pour moi a été mitigée dans le sens où le personnage principal déjà est absolument antipathique, j'ai pas pris plaisir à le suivre et franchement tout ce qu'il faisait à son entourage c'est pas évident quoi d'avoir envie de continuer à suivre ses aventures. Il y avait beaucoup de scènes de sexe et de scènes plus générales, de scènes gore. Les scènes de sexe étaient très crues et voilà, j'ai beaucoup de mal avec toute cette dimension là. Je pense que mon esprit est peut-être un petit peu trop sensible. Il y a des choses que j'ai quand même appréciées dans l'histoire dans le sens où j'ai quand même trouvé ça captivant par certains aspects. Et la plume qui m'a du coup donné envie de découvrir d'autres livres d'Aurélie Wallenstein, mais je pense que celui-ci était peut-être pas le meilleur pour moi. Voilà, je l'ai lu, je suis contente d'avoir pu découvrir cette autrice. Maintenant le personnage que j'ai pas forcément apprécié, les choses vraiment trop crues et qui tournent forcément autour de la sexualité puisque la folie est sexuellement transmissible, donc des scènes de sexe on en a mais elles sont crues, il y en a qui sont gore, enfin voilà, parfois c'était trop pour moi et j'en ai lu en diagonale et je pense que c'est en partie pour ça que j'ai pas su apprécier. Après voilà, il y en a qui ont quand même adoré mais j'ai vu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez un avis différent ou similaire. J'ai quand même beaucoup de lectures mitigées en ce moment. Je sais pas si ça représente mon état actuel mais c'est vrai que là j'ai encore 3 lectures à vous présenter qui sont bof bof. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins que j'avais reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse. La trilogie Hunger Games je l'ai mais je ne l'ai jamais lu dans le sens où moi j'ai toujours vu les films. Je connais très très bien les films même si je ne suis pas une grande fan, mais là j'étais curieuse de lire ce préquel et pourquoi pas après d'enchaîner sur la trilogie. Alors je sais qu'il y a forcément des petits clins d'œil qu'on peut ne pas avoir parce que j'ai pas lu la trilogie et des choses qui ne sont pas dans les films. Enfin dans tous les cas je connais les personnages et je connais l'ambiance de l'histoire, donc voilà, ça m'a pas empêché pour la compréhension, c'est juste que ça a été un ennui total pour moi. Je l'ai abandonné à la page 400, voilà, ce qui représente à peu près par ici. Donc j'ai lu tout ça, la plus grosse partie, et il me restait ça à lire. Et en fait bon bah je me suis rendue à l'évidence, ça faisait 3 semaines que j'étais dessus, j'avais absolument pas envie d'y retourner. Donc on va suivre Coriolanus Snow, c'est dur à dire, lors des 10e Hunger Games, donc je crois que c'est une cinquantaine d'années auparavant la trilogie principale. Et en fait on va le suivre devenir mentor de Lucy Gray qui est la fille du district 12. Et voilà, il va devenir son mentor et globalement on s'attendait à une histoire de romance, mais c'est surtout que moi je m'attendais aux jeux, aux Hunger Games. Et en fait les jeux dans le livre, alors déjà ça arrive au bout de 200 et quelques pages, ça dure ça les jeux globalement et après on revient dans une... Et en fait je me suis ennuyée parce que je voulais pas ça. Moi je pensais que les Hunger Games ça allait représenter je sais pas moi tout ça, une intro, le temps de s'y mettre, et là les Hunger Games c'est là une conclusion, et en fait non. Donc je pense qu'il y a aussi des attentes. N'allez pas dans ce livre en vous attendant clairement à passer tout votre temps dans les jeux, c'est pas ça du tout. Voilà, j'ai trouvé je me suis pas forcément attachée au personnage principal, j'ai globalement été déçue. Ouais, je me suis ennuyée parce que je trouve que c'était pas hyper captivant, sans surprise dans le sens où on sait qu'il va y avoir une romance entre Coriolanus et Lucy. On attend juste de savoir pourquoi il est devenu le méchant de la trilogie et bah globalement j'ai pas été au bout. Tristan l'a lu, il m'a raconté.
oui bon d'accord ok mais voilà, sans plus pour moi, donc voilà, malheureusement ça n'a pas été une réussite. Maintenant il y en a énormément qui ont apprécié, donc si vous êtes des fans d'Hunger Games, je vous conseille quand même de tenter, parce qu'on sait jamais, ça pourrait vous plaire. Et je pense que globalement pour les fans ça pourra juste être un kiff de retomber dans cet univers sans qu'il y ait forcément les jeux autour. Moi ça n'a pas été mon cas, c'est pas ce que je voulais, moi j'adore quand il y a des épreuves, les jeux et compagnie, et du coup c'est vraiment ça que je voulais retrouver et c'est pas ce que j'ai eu, donc voilà. J'ai pu lire Les Pierres de Dragon, la métamorphose de Arthur Ténor, que j'avais reçu de la part des éditions Ozu, et globalement oui c'est presque que des services de presse là que je suis en train de vous présenter. Alors je sais pas, est-ce que c'est que les dernières arrivées m'ont moins captivée que d'habitude, parce que j'ai quand même rarement de déception livresque à ce point, mais là c'est vrai qu'il y en a 4 dans le même... C'est pas grave, c'est peut-être la période aussi, c'est peut-être moi qui étais moins dedans, ou c'est peut-être que j'ai enchaîné les lectures qui n'étaient pas faites pour moi. Bref, c'est un tout petit jeunesse que j'étais curieuse de découvrir dans le sens où ils me l'ont proposé, et j'ai lu le résumé et je me suis dit pourquoi pas. On va suivre Senji, qui est un adolescent qui le jour de son anniversaire va se voir remettre une pierre par son grand-père et va découvrir qu'en fait il est l'héritier d'un espèce de clan de dragons, et qu'il est un peu le protecteur, enfin voilà, sans rentrer trop dans les détails, et il a un peu un ennemi au collège, enfin dans son école, qui est globalement le chef du clan des dragons adverses. Ça reste une intro parce que c'est un tome 1 de série, donc pour l'instant on apprend juste à connaître les personnages, on découvre un peu le clan de dragons, voilà, les relations entre les deux. C'est juste que franchement, alors ça ne m'a absolument pas captivée, j'ai trouvé ça hyper cliché dans le sens où celui qui est à la tête du clan des méchants dragons, à l'école c'est le méchant, c'est celui qui a sa troupe, c'est le populaire, c'est celui qui fait un peu peur aux autres élèves, et alors lui au grand cœur, enfin je sais pas, j'ai trouvé il y avait trop de clichés, j'ai pas apprécié ni les dialogues, les adolescents j'ai pas du tout réussi à en apprécier ni l'un ni l'autre. Globalement c'est un livre que j'ai lu très rapidement parce qu'il est tout petit, mais je lirai pas la suite c'est sûr. Alors est-ce que c'est trop jeunesse pour moi? Je pense pas, parce que j'apprécie quand même plein d'autres choses qui sont très jeunesse. Ça l'a pas fait avec moi, maintenant tant pis, on peut pas tout aimer. J'ai pu lire Comment j'ai changé ma sœur en huître et une huître en ma sœur de Émilie Chazeran, publié chez les éditions Sarbacane dans la collection Pépix. C'est un tout nouveau partenariat que j'ai eu, ils ont fait leur campagne de recrutement sur Instagram en septembre, et voilà, j'ai pu recevoir ce premier livre là. D'abord j'ai craqué pour la couverture, j'adore l'illustration, et Émilie Chazeran, ça faisait un moment que j'en entendais beaucoup de bien, même si elle écrit des choses dont je ne suis pas le public visé, puisque j'aime beaucoup plus ce qui est fantasy, fantastique, mais c'est vrai que dans le genre, j'en entends souvent beaucoup de bien, comme quoi elle a une plume qui est très drôle. On va suivre tout simplement un petit garçon qui a 9 ans et qui a une grande sœur, et sa grande sœur c'est son plus grand malheur. Voilà, les relations frères-sœurs sont vraiment au pire du pire du pire, c'est pour lui c'est vraiment la pire chose dans sa vie, sa grande sœur. Et à un repas de famille, à un moment donné, il mange des huîtres, et il y a une huître qui se met à lui parler et qui lui dit si tu veux je prends la place dans le corps de ta sœur, et ta sœur devient une huître. Et évidemment lui il accepte parce que il en peut plus de sa sœur, et la plume d'Émilie Chazeran m'a fait mourir de rire. Mais vraiment quand je dis mourir de rire, c'est que j'étais devant mon livre et j'éclatais de rire à certains passages. Il y a des trucs qui sont un peu trop, mais franchement c'était drôle, et j'avais besoin de ça au moment où je l'ai lu cet été. Et ouais franchement c'était hyper sympa, c'est frais, c'est complètement décalé, les personnages sont hyper attachants, j'ai beaucoup aimé le lien qu'on peut voir entre les frères et sœurs, hein, les relations de fratrie sont vachement observées là-dedans, tout ce qui est notion de courage, de venir en aide, de pardon, et j'ai trouvé ça hyper cool, avec cette petite dimension du coup un peu magique, puisque les huîtres normalement ça ne parle pas. Si vous aimez la littérature jeunesse par contre, parce que là on est sur du très jeunesse, enfin comme je vous dis le petit voilà il a 9 ans, donc là on est sur du très jeunesse, mais franchement c'était hyper cool, ou même à vos enfants, ou s'il y a des difficultés dans la fratrie, ou des embrouilles comme il peut y avoir entre tout frères et sœurs, et je trouve ça cool parce qu'on voit que tout n'est jamais rose, mais que finalement on les aime nos frères et sœurs quand même. Je vais passer à l'avant-dernier livre, et après ce sera un petit VO, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez déjà de quel titre il s'agit pour le dernier, donc je vous le laisse là. Mais pour l'instant je vais vous parler de Chromatopia de Betty Piccioli, que j'ai également reçu de la part des éditions Scrineo. Ce livre me faisait super envie. Alors déjà je tiens à saluer le travail éditorial, je suis absolument fan de cette couve, je trouve ça vraiment trop beau, et puis ça parle hyper bien avec le résumé, puisqu'on est dans une histoire de couleurs concrètement, où on va suivre alors 3 personnages d'un point de vue alterné, donc en fonction des chapitres on change de personnages, et ces personnages font partie de différentes castes, et ce que j'appelle caste, il y a une carte au début, je vais la retrouver, voilà, globalement on est dans une cité comme ça, où en haut nous avons les pourpres qui sont globalement c'est la royauté, après il y a les nobles, enfin rouges, voilà, et ça descend jusqu'au bas de la société avec d'autres
couleurs. Et globalement nous on va suivre 3 personnages, donc une pourpre qui est la princesse du royaume, Jacinta et Aeko qui sont donc tous les 3 de nuances différentes. Et globalement on est dans une dystopie, alors j'ai envie de dire dystopie classique dans le sens où c'est un peu vu et revu comme système, vous voyez les trucs de caste, la royauté et plus on descend, voilà, en fonction des couleurs et tout ça. J'ai trouvé l'aspect des couleurs quand même sympa, même si pour moi il n'a pas été assez creusé, c'est dommage, genre je m'attendais vraiment à une dimension vraiment beaucoup plus creusée au niveau des couleurs et c'est ça qui m'a laissé un peu en demi-teinte. Alors j'ai trouvé ça cool, j'ai pas non plus été captivée de fou, mais c'était une dystopie, vous voyez ce que je veux dire, classique, qui m'a ni surprise ni pas plu. En fait c'est le genre de livre que je mets au milieu et puis voilà, c'était trop survolé pour moi en termes d'intrigue. Donc oui, il y a des choses qui étaient sympas, je l'ai lu jusqu'au bout, c'était une lecture que je peux dire qui est cool. Maintenant je suis pas sûre que j'en garderai encore beaucoup de souvenirs pendant longtemps. Et on va passer au dernier roman et il s'agit de The Creakers de Tom Fletcher. Il est sorti chez Albin Michel sous le nom de Les Craques Monstres et donc en français. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est un livre qui est magnifiquement illustré. Déjà la page au début pour la dédicace du livre. Voilà, d'ailleurs c'est pour sa femme. La présentation des personnages, hein, mais moi je suis trop fan. Hein. Donnez-moi ça et je suis heureuse quoi. Et puis après, tout au long du roman, on a plein d'illustrations. Donc vous voyez parfois... Ah, donc c'est très souvent des doubles pages ou des choses comme ça. Du trait uniquement, enfin c'est toujours en noir et blanc. Dans cette histoire on va suivre Lucy, là aussi comme dans Hunger Games, Lucy qui se réveille un matin et qui s'aperçoit que sa maman a disparu, comme tous les adultes de la ville finalement. Et ça va être un petit peu la recherche des adultes, pourquoi ils ont disparu, qu'est-ce qui leur est arrivé. Alors ils vont vite se rendre compte que les enfants de la ville font tous des cauchemars un petit peu similaires. Et des cauchemars de quoi en fait? Des cauchemars de petits monstres ou de choses qui se passent en dessous le lit. Et Lucy va se rendre compte qu'il existe un monde en dessous les lits, le monde de Waleb. Et elle va y aller, clairement elle va y aller. Et franchement c'était hyper sympa, j'ai trouvé ça d'une bonne ambiance en fait, magique, un truc assez réconfortant, un truc enfantin, avec des superbes illustrations, de la magie. C'est vraiment les enfants qui sont au cœur de cette histoire et qui pour une fois vont aider les adultes et non pas l'inverse. Au début les enfants s'éclatent dans la ville parce qu'il n'y a plus d'adultes, mais en fait on se rend vite compte que les adultes on en a besoin quand même. Mais voilà, ils vont partir à leur recherche et franchement c'était cool. Alors je vous avoue que moi cette collection, le gros plus c'est clairement les illustrations. C'est aussi pour vous donner un avis VO, c'est un livre qui est quand même assez accessible. Maintenant c'est pas du tout le plus simple que j'ai lu en VO, j'en ai lu des beaucoup plus simples, mais j'avoue que les illustrations dans ce livre font que c'est bien plus simple de comprendre parce que parfois même si on comprend pas tous les mots, on voit clairement dans les illustrations nous aident à comprendre. Donc si vous recherchez des petits VO à lire et que vous êtes friand de littérature jeunesse et de cette dimension un petit peu les monstres sous le lit, un petit peu de magie et un monde un peu parallèle, et je pense que ça pourrait vous plaire et que ça pourrait en tous les cas être accessible en anglais. Donc voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé, que vous pouvez choisir de lire en français aussi bien sûr, mais voilà c'était cool et j'étais assez fière de moi de l'avoir lu en anglais. Donc il m'en reste maintenant encore 2 ou 3 en anglais et on verra si j'en relis un autre bientôt ou pas, mais ça me demande tellement de concentration quand même mais c'est une grande fierté après. Donc voilà, enfin, vous vous rendez bien compte que tout ça depuis le mois de juillet je n'y lis pas globalement. Alors j'ai lu Bord de terre aussi, mais Bord de terre je vais vous le mettre dans une vidéo, vous choisissez ma prochaine lecture puisque c'est le livre qui avait remporté les votes lors de la dernière vidéo où vous choisissez ma lecture, donc je vous la sortirai plutôt pour le mois de novembre. Je l'ai lu en août pourtant, mais j'ai oublié de vous faire cette vidéo pour septembre et pour octobre, je suis un peu à côté de la plaque en ce moment, donc voilà, je vous la sortirai pour novembre et vous aurez mon avis à ce moment là pour Bord de terre. Mais en tous les cas voilà pour ces 5 là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des avis différents ou similaires sur ces livres ou s'il y en a qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil. En tous les cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!